Voilà. En principe, vous avez dû avoir un petit message vous prévenant que je vous enregistrais. Voilà. Et puis donc, on va commencer dès à présent en vous remerciant tous de me consacrer, enfin de consacrer quelques instants, enfin une petite heure à la présentation du dispositif CTC. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Philippe Caballo, le responsable du service territoire à la Fédé, qui est pas, enfin, le service territoire, c'est pas lui qui est directement gestionnaire maintenant des CTC, mais j'ai continué à m'occuper de ce dossier que je connais un petit peu, puisque je suis à la Fédé depuis 2013 et je suis arrivé, entre autres, pour déployer ce dispositif sur le territoire. Alors, on va faire un tout petit tour de table. Et alors, j'ai les noms, moi, là. J'ai Montcorgé du CD 42. Bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, Géraldine Montcorgé. Donc, je suis vice-présidente du pôle pratique sportive sur le CD 42. D'accord. Après, le BC Lorette, ça, c'est une CTC du 42. Bonsoir. Bonsoir. Cathy Coquino. Allô, allô. Cathy Coquino, elle veut rester incognito, alors bon. Ensuite, Bouches-du-Rhône Basket, je pense que c'est toi, Isabelle. Oui, bonsoir, Isabelle Gérard, je suis secrétaire générale du comité des Bouches-du-Rhône. Après, Charente-Maritime, je pense que c'est Geneviève. Geneviève Palvado, donc je suis secrétaire du comité et je gère la CTC de l'île de Ré. Christophe. Christophe Burguer, président du CD35, Ille-et-Vilaine. Après, CS Saint-Paul-en-Jarez, ça c'est aussi la Loire, c'est une autre CTC de la Loire. C'est ça, bonjour à tous. Bonsoir. Déborah. Déborah. Bon. Éric Antoniuk, ça c'est le CD 31, c'est une CTC autour de Toulouse, me semble-t-il, de mémoire. Oui, c'est le Nord-Est Toulousain Basket Club et la CTC c'est le BCN 31. Ok. Déborah qui revient. La Tronche-Mélan Basket, CTC de l'Isère, autour de Grenoble. Oui, c'est ça. Yves Renaud, président de la Tronche-Mélan Basket. Et on est à 3 clubs en CTC. Baie d'Armor qui arrive. Ensuite, Loire Basket. C'est Claudine? Non, c'est Dylan. Bonsoir, Philippe. Salut bonsoir Dylan, à tous. ça va bien? Je vous embêterai pas longtemps, je serai juste là pour m'informer. Bon, Loire Basket 3. Ah, c'est Madame Béal. Je fais partie de la commission du comité de la Loire de la sportive. Je suis en dessous avec Géraldine. Ok, c'est l'envahissement des Ligériennes. Christian Misser, CD 94. Oui, bonsoir, président Bonsoir, du 94. Oui, Déborah, ça doit être la CTC du Sucy Boissy chez nous. Hein. Ok, oui, parce que j'avais Michel Cortana qui m'avait passé des messages qui avaient du mal à. J'ai relancé parce que leur CTC n'est pas à jour. Voilà. Evelyne. Oui, c'est moi, Déborah, du club de Boissy Basketball. Désolée, j'arrivais pas à suivre mon micro. Ça marche. Gaël Moreau. Gaël Moreau qui vient d'arriver. Allô, allô. Gaël Moreau. Oui, on m'entend. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes qui, si ce n'est pas indiscret? Alors moi, je suis de la CTC Arthas Basket Club. Je ne sais pas si j'ai dit l'information. Oui, Arthas, c'est une CTC de l'Isère, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Isabelle Pia, SBBC. Alors moi, je suis secrétaire du club du Saint-Raymond Basket Club
et pas en CTC. Je viens prendre des informations sur les Et- CTC et de Loire-Atlantique. Excusez-moi, j'ai pas entendu le club. Saint-Brévin Basket Club, Saint-Brévin, d'accord. en Loire-Atlantique. Oui, oui. Roman Chaussinan. Oui, bonjour. C'est pas vraiment Roman, c'est David Jossinan. Je suis vice-président du club de Monistrol de basket et je représente la CTC Est 43, au comité de la Loire. En Haute-Loire. Hein. En Haute-Loire. Pascal Simon. Oui, ben moi je suis la présidente de la commission qualification du 44. D'accord. Sylvain Palladini d'Aglo Basket 41 dans le Loir-et-Cher. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je suis le président de la CTC Aglobasket 41, sur le secteur de Blois, dans le Loir-et-Cher. Ok. Et puis donc, Vendée Basket. Oui, bonjour. Brice Sarrazin, responsable du pôle compétition, comité de Vendée. Voilà, bon, le tour de table est fait. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une présentation rapide du dispositif, sachant que depuis sa mise en place il y a maintenant quelques années, il a évolué et on est passé d'un... Vous voyez ce qui se On t'a perdu, Philippe. Non. Moi, j'ai plus Philippe, rien tu es là. toujours connecté? Ouais, parce qu'on n'a plus rien du tout là. Philippe? Ah, fermeture. Allô, allô, Philippe. On a perdu la connexion là. Philippe? Il a perdu la connexion, je pense. Il va se reconnecter. Je crois qu'on l'a définitivement perdu là. Voilà. Il a un problème d'ordi, il doit se reconnecter.
On te retrouve. Ah, mais par contre, tu n'as pas de son. Tu as coupé ton micro. Voilà, je vous prie de m'excuser, c'est Jérôme Voldaldi qui m'a réglé l'ordinateur et j'ai eu quelques soucis. Donc, je vous disais, est-ce que... Tu étais en train de partager ton écran. Voilà, on y arrive. Et ça, on va le fermer. Voilà, ce dispositif CTC, donc pour mémoire rapidement, il est né des réflexions de Jean-Pierre Sutat et de Pierre Collomb il y a quelques années, c'était dans les années 2011-2012, et il prenait la suite, entre guillemets, de l'ex-dispositif d'entente qui avait été quand même bien perverti par des techniciens à plusieurs endroits de France qui s'en servaient essentiellement à piller les équipes des clubs voisins avec des collaborations d'opportunités. Donc, l'idée, c'était de proposer un dispositif qui permette à des clubs de collaborer ensemble. Le contexte, aujourd'hui, il est pas tout à fait identique à celui de 2013, mais il y a quand même vraiment un certain nombre de facteurs qui incitent à collaborer. Le premier, c'est la baisse des moyens, et donc tant les moyens humains que les moyens financiers, que les installations. Et donc, face à cette baisse des moyens, quand on arrive à mutualiser entre clubs proches, on arrive à parfois compenser. La forte concurrence entre les activités, c'est vrai que depuis quelques années, on a des activités qui jusque-là n'utilisaient pas, entre guillemets, les créneaux de gymnase. Je pense à tout ce qui est foyer rural, maison des jeunes, maison de quartier, et puis des activités plutôt d'extérieur, habituellement, qui investissent les salles qu'on utilise normalement. Ça peut être les tirs à l'arc, ça peut être le foot et le rugby en hiver, ça peut être plein d'activités. Et donc, il faut faire face à cette concurrence. L'émergence de nouvelles demandes institutionnelles. Et c'est vrai que, notamment par rapport au partenariat avec les collectivités locales, il fut une époque où, avec une équipe de seniors régionales ou une équipe de championnat de France U15, on arrivait à séduire les collectivités et à avoir des partenariats. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas et ça va plutôt être avec des pratiques du vivre ensemble, que ce soit du basket santé, des camps génération basket pendant les vacances, des accueils de centres de loisirs qui vont nous permettre d'avoir un dossier qui surnage de la pile. Et puis, il y a aussi la modification du comportement des usagers. Et j'ai bien mis usagers entre guillemets et volontairement. Il y a aussi quelques années, on avait des gens qui étaient là d'abord pour faire de la compétition en 5-5 et qui étaient prêts à s'entraîner 2, 3, 4 fois par semaine et être là tous les week-ends. Ils étaient là aussi pour siffler la rencontre avant la l'heure ou celle d'après, ou tenir une feuille de marque, ou pour accompagner des gamins à l'autre bout du département en championnat départemental U13. Et ces gens-là, ils disparaissent. Par contre, on a beaucoup plus de personnes, y compris des jeunes, qui ne refusent pas forcément de s'entraîner deux fois par semaine, mais qui n'ont pas forcément envie de faire des rencontres le week-end. Et donc, il faut s'adapter à tout ça, et parfois, en étant un club tout seul, de taille moyenne, aux alentours des 200 licenciés, on a du mal à répondre à tout ça. Donc, ce dispositif, il a été mis en place à l'époque, et l'objectif, c'était d'offrir aux clubs qui le souhaitent un cadre de collaboration flexible et simple à mettre en œuvre, basé sur un projet de développement intégrant les différents axes de la politique fédérale. On est bien là sur un projet politique, on n'est pas là sur un projet sportif. Ce sont deux objectifs différents. Alors, il est vrai qu'au moment de la mise en place du dispositif, le volet sportif avait une importance un peu plus grande. Et puis, on s'est aperçu que ce dispositif, il était surtout
pas destiné à faire du U15 élite. La malchance pour nous, c'est que la réforme des championnats de France et le déploiement du dispositif CTC ont quasiment été concomitants. Ça a dû jouer à une année d'écart et un certain nombre de personnes ont considéré que ce dispositif il était bien pratique pour faire du championnat de France U15. À l'usage, on s'est aperçu que c'était surtout pas ça. Et on a un petit peu oublié que le dispositif destiné à faire du championnat de France U15 ou du championnat de France U18 ou du championnat de France tout court en senior, c'est le dispositif d'union qui a d'autres inconvénients et d'autres avantages, mais il n'empêche que pour un projet sportif, c'est une union. Les principes fondateurs, faire travailler ensemble des clubs volontaires, faire une CTC, ça n'est pas une obligation. C'est bien pour faire travailler ensemble et des clubs qui ont envie de travailler ensemble. On l'a vu tout à l'heure, pour mutualiser les moyens, pour mutualiser des salles, il arrive parfois que quand on fait l'inventaire des licenciés d'un club, on s'aperçoit qu'il y a 25% des clubs qui résident dans la commune d'à côté. Et il arrive parfois aussi que cette commune elle a des gymnases qui ne sont pas utilisés à 100%. Et donc, le dispositif CTC, c'est cette convention entre les clubs qui va permettre d'aller voir le maire en disant, le maire de la commune d'à côté, où il y a un gymnase libre, et de lui dire, vous voyez, j'ai 25% de mes licenciés qui viennent de votre commune. Donc, ça pourrait être bien qu'on puisse utiliser les quelques créneaux disponibles dans votre salle. Mutualiser les moyens, c'est aussi, c'est pas très répandu, mais un club qui a la chance d'avoir une équipe d'entraîneurs qualifiée et compétente, de faire bénéficier de son expérience l'équipe d'entraîneurs, l'équipe technique du club d'à côté, qui n'est pas forcément aussi expérimentée. C'est le club qui a une école française de mini-basket, qui a même ses 3 étoiles, qui a été tamponné par la Fédé, qui a acquis une grande expérience dans la maîtrise de l'école française de mini, qui va faire bénéficier de son expérience le club à côté. C'est parfois aussi le club qui vient de se créer et qui va s'adosser sur le club qui est beaucoup plus solide et qui est à côté. On a par exemple, là, pour nos amis bretons, la CTC de la Rance, où c'est une CTC dans laquelle on trouve des clubs à moins de 50 licenciés. Et des CTC comme ça, avec des clubs qui se sont créés et qui ont pu grandir auprès d'un grand, ce sont des cas pas fréquents, mais qui arrivent. Apaiser les rapports entre les clubs proches, on sait tous que la concurrence, jusqu'à un certain point, ça peut être bénéfique, et puis passer un certain point, ça peut être mortifère. Et donc, faire en sorte que les clubs travaillent ensemble plutôt que se piquer les joueurs, et se tirer la bourre, ça peut être intéressant aussi. Fournir un outil au club pour présenter un projet cohérent aux collectivités locales, c'est montrer que des clubs de basket sur un territoire pertinent, alors le territoire pertinent, on ne sait pas trop le définir, mais il semblerait qu'on ne soit pas trop éloigné du bassin de vie. Et c'est donc aller montrer aux collectivités locales qu'on est, bien qu'ayant des histoires différentes et bien qu'étant des clubs différents, on est capable de se mettre ensemble autour d'une table et de poursuivre les mêmes projets. Il est bien évident que sur certains territoires, je pense à nos amis vendéens ou de Loire-Atlantique, quand il y a une forte tradition, soit de clubs de patronage catholique, soit d'amicales laïques, faire cohabiter ces gens-là qui, depuis un siècle et demi, se regardent en chien de faïence, ça peut être compliqué. Et faire des fusions avec ces clubs-là, c'est quasi impossible. Et donc là, le dispositif CTC, c'est un dispositif intermédiaire qui permet de faire travailler ensemble sur des projets délimités. Accompagner les clubs vers le club 3.0. Alors,
Club 3.0, hein, c'est le concept de Jean-Pierre, hein, c'est son Rubik's Cube avec son triangle, avec une pointe sur le 5-5, avec une pointe, enfin compétition 5-5, une pointe compétition 3-3, une pointe vivre ensemble. Sur le papier, c'est super beau. Sauf que nous sommes un certain nombre de dirigeants ayant déjà un petit peu des années d'expérience, et compétition 5-5, ça on sait bien faire. Compétition 3-3, avec un peu d'effort, dans la mesure où il y a compétition, on doit pouvoir s'en sortir. Par contre, vivre ensemble, eh ben ça, on ne sait pas vraiment faire. Parce qu'on n'a pas appris, on n'a pas eu le biberon de ça, et c'est compliqué. En plus, quand on est un club avec 150-200 licenciés, hein, notre club de base, on n'a pas forcément tous les outils pour faire ça. Et donc, on sait, on s'en est aperçu, là, ça fait 1 an et demi, 2 ans, on est persuadé que la CTC, ça peut constituer un excellent outil pour tendre vers ça. Parce que dans un club, on va avoir quelqu'un qui va avoir il va y avoir un club qui va être un petit peu plus performant sur le basket santé, un autre, parce qu'il y a un directeur d'école qui traîne dedans, qui va être un petit peu plus avancé sur les opérations de basket scolaire. Et puis un troisième qui va avoir, parce qu'ils ont l'habitude, ils sont dans un QPV, ils ont l'habitude de faire des trucs avec les centres de loisirs pendant les vacances, qui va être un petit peu en avance sur les camps génération basket. Et le mix des 3 compétences, ça va permettre de bénéficier à l'ensemble des clubs de la CTC. Associer les clubs à la politique fédérale, c'est pour développer l'activité basket sur le territoire en améliorant le maillage territorial. Donc là, on parle bien de l'activité basket, on aurait pu parler des activités basket, parce qu'on est vraiment sur le vivre ensemble, sur le 3-3 et sur le 5-5. Et le maillage territorial, l'image qu'on peut utiliser, selon qu'on est en Bretagne ou dans le sud-ouest, c'est la goutte de graisse, là, que ce soit de la graisse de canard ou le beurre salé qu'on met dans la marmite. On fait chauffer et il y a de la graisse partout au fond de la marmite. La CTC, c'est faire en sorte que sur un territoire, dont je parlais tout à l'heure, là, sur un bassin de vie, on pense que c'est la bonne taille, qu'il y ait du basket dans le maximum d'endroits. Et que le gamin, il sort de chez lui avec son ballon, il traverse la rue et il peut aller jouer au basket. C'est aussi un moyen d'atteindre, entre guillemets, la masse critique de personnes de formées, entre guillemets. Des joueurs, du côté de la famille des joueurs, ça permet de faire en sorte de proposer le niveau de pratique adapté aux compétences et à la motivation de chacun. Toujours dans notre club de base, là, 150-200 licenciés, il est extrêmement rare d'avoir des groupes homogènes dans chaque classe d'âge. Sur les 12 gamins qu'on va avoir, on va en avoir 5 ou 6 qui sont experts parce qu'ils ont commencé le basket à 9 ans, et puis on va avoir quelques débutants, et puis on va avoir des gamins qui sont là, qui jouent au basket, mais qui ne sont pas forcément super motivés par la compétition. Et l'entraîneur, il va falloir qu'il fasse jouer tout ce monde-là ensemble, et si possible, le même temps de jeu. Et ça, c'est super compliqué. Et donc, assez vite, les plus experts vont avoir tous les ballons, vont avoir beaucoup de temps de jeu, et puis les débutants vont se lasser assez vite, et les parents de ces joueurs débutants, quand ils vont à l'autre bout du département et qu'ils voient leur gamin assis sur le banc, ça ne contribue pas à les fidéliser. Sur le plan des entraîneurs, c'est la même chose. Quand on a 2-3 entraîneurs seulement dans son club, c'est compliqué d'aller négocier avec le comité départemental pour qu'il y ait une formation d'entraîneur qui soit organisée dans le club. Et c'est compliqué de mobiliser quelqu'un pour 3 personnes. En plus, 3 personnes dans une formation, c'est plus un cours particulier qu'une réelle formation. Et la même chose pour les arbitres, et la même chose pour les dirigeants. C'est vrai que quand on arrive à être un petit peu regroupé, qu'on va être 7, 8, 10 personnes, on va pouvoir solliciter des gens pour venir nous aider à mettre en place une formation. Permettre à chacun de jouer au niveau de ses compétences, je l'ai déjà évoqué un petit peu. Il est vrai
il est vrai qu'au début du dispositif, notamment la saison 2013-2014, au moment de la mise en place du dispositif, on avait ciblé ces fichues d'autorisation secondaire uniquement dans le sens ascendant. Et c'était pour permettre, à l'origine, à un gamin de niveau régional d'aller s'essayer en championnat de France. Et puis on s'est vite aperçu, notamment après une réunion, ça devait être en novembre 2013, à la Maison des comités à Rennes, avec tous nos amis d'Ille-et-Vilaine qui nous ont dit « Ah, mais nous, les CTC, ça fait un siècle et demi qu'on pratique l'activité. » Il y avait déjà plein d'ententes, de clubs qui travaillaient avec un grand nombre d'ententes, les mêmes clubs, et toujours de la même manière. Et eux, ils se mettaient ensemble pour permettre aux experts de jouer ensemble, et puis aux débutants de jouer ensemble. Et c'était toujours les mêmes clubs qui travaillaient ensemble. Donc, on a réajusté le dispositif, et après, on a dit, mais ça doit fonctionner dans les deux sens. Tant pour permettre aux experts de jouer entre eux et de jouer à un niveau régional, voire championnat de France, et puis aux débutants aussi de progresser ensemble, de rencontrer d'autres débutants, et c'est une manière extrêmement efficace de fidéliser et de faire progresser ces joueurs. Limiter le nombre de fusions, soutenir les clubs en difficulté. La limitation du nombre de fusions, c'est pas trop évident parce qu'on s'aperçoit que quand les clubs s'entendent trop bien ensemble, ils fusionnent. Et il y a eu notamment l'année dernière une épidémie de fusion dans le Puy-de-Dôme, où on a eu 3 CTC dont les clubs ont fusionné parce qu'ils s'entendaient tellement bien qu'ils ne voyaient plus tellement l'intérêt de continuer à être 2 clubs. Ça peut être aussi, et là tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait quelqu'un de Saint-Brévin, c'est la CTC de Pordic-Saint-Michel qui a duré un an ou 2 je crois, et qui avait été faite avec l'objectif de préparer la fusion. Et on a remarqué que les fusions qui faisaient suite à une CTC se passaient nettement mieux, c'était une sorte d'étape. Alors, d'un point de vue commercial, effectivement, ça ne nous intéresse pas trop, parce qu'une fusion à la place de 2 clubs, on n'en a plus qu'un dans nos statistiques, donc c'est pas très intéressant. Par contre, on sait que ces fusions-là, on est presque à 1 + 1 = 2. Soutenir les clubs en difficulté, je vous le disais tout à l'heure aussi, il y a un certain nombre de CTC qui existent, dans lesquels les clubs existent parce qu'ils sont encore en CTC. En temps normal, les membres de la commission des match clubs visitent les CTC, soit les toutes nouvelles, soit celles qui doivent renouveler. Et parfois, on pose la question, à quoi vous avez servi votre CTC? Et il n'est pas rare d'avoir pour réponse, s'il n'y avait pas la CTC, on serait mort. C'est ce qui permet, c'est pas la part la plus importante, mais c'est quand même une part non négligeable de clubs qui nous disent, oui, grâce à la CTC, nous on existe encore. Faire face aux nouvelles contraintes, j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, ça peut être aussi la possibilité avec ces nouvelles activités d'investir de nouveaux espaces, ce qu'on appelle non normés, parce que pour mettre en place du mini-basket, pour mettre en place du basket tonique, du basket santé, on n'a pas forcément besoin d'un gymnase H3 avec une ligne de 5 cm, on a juste besoin de paniers qui sont testés et qui ne vont pas tomber sur le museau des joueurs, et puis d'un petit peu d'espace, et ça peut permettre d'investir de nouvelles salles pour nos activités. Les incontournables de la CTC, alors, je ne vois pas le chat en même temps, donc je vous prie de m'excuser si je ne vois pas vos questions, mais j'essaierai on les reprendra après la présentation. Les incontournables d'une CTC. On est bien, j'insiste là-dessus, sur un projet de développement du basket pour le territoire. Et le territoire, aujourd'hui, on est incapable de déterminer la distance, parce que ce qui est vrai à un endroit de France, ce n'est pas forcément vrai ailleurs. Et puis, il y a parfois d'autres
d'autres paramètres qui font qu'on a l'impression que c'est très loin et ça passe super bien. Et puis, les gymnases sont à 500 mètres, mais le courant ne passe pas et les parents ne font pas les 500 mètres. Donc, ce territoire, ce projet de développement, il va se baser sur un état des lieux, avec en premier lieu le contexte politique, et donc les communes. EPCI, ce sont les établissements publics de coopération intercommunale, c'est les Comcom, les communautés d'agglo, etc. Il est souhaitable que la CTC se mette en place dans le même EPCI dans un souci de cohérence territoriale et de réponse adaptée à la politique sportive de la collectivité locale. Après, le découpage politique de notre territoire ne correspond pas forcément à nos bassins de licenciés. Le contexte sportif va faire en sorte de prendre en compte les offres locales. Et donc, là, quelle est la concurrence, le nombre d'activités proposées, l'occupation des installations, etc. Enfin, après, il y a le contexte géographique. Là, il y a effectivement les installations, les transports. L'exemple le plus frappant, enfin l'un des plus frappants entre guillemets, c'est cette CTC du sud-est parisien, la CTC Paris Basket Avenir, qui regroupe maintenant 4 clubs, mais à l'origine 3 clubs, qui sont dans 3 arrondissements différents de Paris, et donc pas forcément super facile d'aller d'un gymnase à l'autre en voiture, parce que c'est la circulation parisienne. Par contre, c'est la même ligne de métro. Et donc là, d'un point de vue territorial, c'est quand même relativement cohérent. Et enfin, l'état des lieux dans les clubs, voir les effectifs, voir l'encadrement qui est disponible, voir la gouvernance, voir la compatibilité des clubs. Mais enfin, la CTC, parfois, il y a des miracles, puisqu'il y a eu une certaine époque, on avait même fait réconcilier donc Amillo et Pépone entre le Cajot, club historique de Vierzon, et donc ça c'était le club Cato, et le club de la mairie qui pendant très longtemps était communiste. Les clubs avaient fini par ranger les machettes et jouer au basket ensemble. Donc on peut arriver à tout avec ça. Des outils de pilotage, une convention. Il y a donc une convention type avec un certain nombre de points qui sont incontournables. La durée, entre 2 et 4 ans. La manière dont on va se répartir les crédits et les débits de la charte des officiels, parce qu'il vaut mieux régler ça quand on s'entend bien plutôt que quand il y a une facture à la fin de la saison. Et puis un comité de pilotage. Donc ce comité de pilotage, il n'a pas de forme déterminée par la Fédé. Nous, ce qui nous importe, c'est que les gens se parlent, que les gens échangent, et que ce comité de pilotage ne soit pas aux mains des techniciens qui, eux, vont voir le résultat et être champion du monde du quartier en U13 grâce à la CTC. Mais ce comité de pilotage, il doit regrouper, comme disait Pierre Collomb, les sages des 2 clubs, c'est-à-dire des gens qui sont capables de prendre un petit peu de distance par rapport à leur club et de voir l'intérêt qu'il peut y avoir à travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on peut apporter quand on est ensemble et qu'on ne peut pas faire quand on est chacun de son côté. Ensuite, il y a les actions qui vont être mises en œuvre dans le cadre de ce projet. Et la première chose, c'est de faire fonctionner une école de mini-basket dans chaque club. En principe, alors une école de mini-basket, c'est déterminé par un règlement, c'est l'un des premiers articles des règlements sportifs généraux maintenant. Ça doit comporter au moins 8 licenciés de la catégorie U11 et au moins 8 licenciés U9 et plus jeunes, garçons et filles mélangés, et ça pour chaque club. Il est arrivé qu'un club qui n'avait pas d'école de mini-basket sollicite son entrée dans une CTC. La commission fédérale avait proposé au bureau, et à chaque fois elle était suivie par le bureau fédéral, avait proposé d'accepter l'entrée de ce club sans école de mini, sous réserve qu'il mette en œuvre
les actions nécessaires pour qu'il accueille des licenciés au cours de la première saison d'existence. Il y a un certain temps, c'était la CTC de l'Arbois, dans les Bouches-du-Rhône. Il y a un club qui est rentré, qui s'appelle l'Olympique Rothenay, et à l'époque, ils avaient 13 licenciés, les 12 seniors et le président. À la sortie, cette CTC s'est arrêtée, à la sortie, de mémoire, ils avaient, je crois, une trentaine de licenciés mini. Et quand on avait fait le pointage, entre guillemets, à la Toussaint, 6 mois après la validation de leur CTC, la première année, il devait y avoir 3 ou 4 licenciés U11 et plus jeunes. Et puis, peu à peu, ils en ont gagné. Donc, faire confiance aux gens a priori, c'est un peu aussi la philosophie de cette commission, et le bureau nous a quasiment toujours suivis. Faire fonctionner une école d'arbitrage de niveau 2 pendant toute la durée de la convention. Et rappel, le niveau 2, ça n'a aucun rapport avec le nombre d'arbitres, le nombre d'arbitres présentés le nombre d'arbitres stagiaires présentés à l'examen d'arbitre départemental. Il n'y a aucune obligation de présenter des arbitres, de présenter des candidats à l'examen d'arbitre départemental. Parmi les autres actions possibles, il y a les événements en commun. Il y a une CTC, la CTC du Grand Albigeois, dans le Tarn, qui ne fonctionne, ou à une époque, qui ne fonctionnait que pour les événements à faire en commun. Ils ne travaillaient pas sur les équipes. Par contre, par rapport à leur bassin de population, ça leur paraissait important de faire les événements en commun. Aujourd'hui, organiser des pratiques vivre ensemble en fonction des opportunités locales, j'en ai déjà un tout petit peu parlé tout à l'heure, ça nous paraît complètement incontournable. Et il est à peu près sûr que le retour à une activité, qu'on souhaite tous le plus tôt possible, il y a fort à parier que les CTC seront un petit peu avantagés par rapport au nombre de forces vives, la quantité de forces vives qui vont regrouper pour mettre en place des activités de reprise, de retour au jeu. Et puis, la constitution des équipes par niveau de compétences, parce que ça peut aussi faire partie des choses qui sont mises en place dans le cadre d'une CTC, en pensant à la fois aux équipes de niveau fédéral ou régional, mais aussi aux équipes de niveau départemental. Parmi les personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes à l'égard du dispositif CTC, il y en a quelques-unes. L'un des arguments, c'est de dire « Ah bah oui, mais les CTC, c'est pour gagner le championnat régional ». Ça, c'est une lecture assez partisane et assez éloignée de la réalité. Quand on regarde la réalité de ces CTC, on s'aperçoit que souvent, c'est des CTC qui ont 2, 3, 4 ans d'existence. Et l'un des avantages de la CTC, c'est de réussir à fidéliser les licenciés dans les clubs. Et quand on réussit à stopper les hémorragies, les gamins qui sont pris par le miroir aux alouettes et qui vont dans le gros club d'à côté, qui a une équipe qui joue au championnat de France U15, mais qui se retrouvent 14e, 15e, 20e, 30e joueurs et qui vont cirer le banc en championnat départemental, ces joueurs-là, dans une CTC, ils restent dans leur club, ils jouent avec leurs copains, ils montent, et puis ils finissent effectivement par avoir un très bon niveau régional. Et c'est pour ça que sur un certain nombre de territoires, effectivement, les équipes qui sont finalistes des championnats régionaux jeunes, ce sont souvent des CTC. Mais il faut regarder depuis quand ils travaillent ensemble. Les principales contraintes réglementaires dans une CTC... Excuse-moi, Philippe, oui. Brice du comité de Vendée. Oui. Concernant l'état des lieux, pour avoir côtoyé depuis de longues années les CTC, il y a un point qui est important, c'est le niveau, c'est les jeunes qui sont dans les mêmes collèges et lycées, c'est un point très fort.
C'est un point très fort et quand c'est très partagé, ça c'est compliqué. Dans les horaires d'entraînement, les collèges n'ont pas les mêmes, l'histoire de déplacement, enfin l'écart scolaire. Et on s'aperçoit que quand c'est tous, ou la grande majorité dans le collège ou le même lycée, c'est vraiment favorable. Alors là, tu as 150 fois raison. Et notamment, alors c'est le cas d'un certain nombre de CTC en Vendée qui sont des CTC plutôt rurales, entre guillemets, ou situés dans des espaces peu denses au niveau population. C'est d'autant plus vrai que lorsqu'on va travailler avec un EPCI, la communauté de communes ou la communauté d'agglo n'a pas la compétence sport. Par contre, dans un EPCI, la compétence transport scolaire est présente. Et quand on est capable de présenter un projet comme ça, on peut parfois aménager les transports scolaires de manière à permettre aux gamins de s'entraîner tous au même endroit. Ce que tu disais à propos du collège, il y a, donc là c'est une CTC historique, c'est la CTC du Val-de-Garonne, qui est située autour de Marmande, qui à une époque a regroupé 10 clubs, qui aujourd'hui en regroupe 6, dont Marmande, et puis alors sur les 6, il y en a 3 qu'on va appeler des petits clubs, sauf que quasiment tous les gamins U13, enfin U12 à U15 sont scolarisés dans le même collège. Certains fréquentent une section sportive, mais pas tous, d'autres pas. Mais effectivement, il y a une communauté, les gosses se connaissent, les parents se connaissent, et c'est beaucoup plus facile à faire fonctionner. Et il peut y avoir des aménagements d'horaire en disant, ben voilà, les gamins sont tous au collège, ben on va les récupérer au gymnase qui est à côté du collège et on va les faire s'entraîner là. Pareil. Et puis aménager les transports. Ça peut faire partie du deal qu'on a avec un EPCI en disant on ne vient pas vous demander 4 000 € pour nous payer de jeux de maillot. Par contre, si vous pouvez bouger un peu, prévoir dans les transports scolaires un ramassage qui tient compte de nos entraînements pour telle catégorie, et parfois ces aides indirectes sont un peu moins compliquées à avoir que des aides directes. D'où la nécessité lors d'une création d'une CTC, c'est de faire cet inventaire-là. Aux communes, de les associer dans la CTC. Ah ben ça, oui, le contexte politique, c'est particulièrement important d'aller voir les partenaires institutionnels avant de monter vraiment le projet, de leur dire, ben voilà, on a envie de travailler avec le club d'à côté pour telle raison, et c'est important de présenter les choses avant de les mettre devant le fait accompli. Enfin, ça, c'est un peu une généralité dans le domaine sportif. Les contraintes réglementaires, 2 ou 3 associations situées dans le même EPCI. Je l'ai dit tout à l'heure, le découpage politique de notre territoire ne correspond pas forcément à nos bassins de licenciés. Et donc, il serait ridicule de dire, parce que la frontière entre 2 EPCI, voire entre 2 départements, passe là, vous ne pouvez pas bosser ensemble. Entre Saint-Sulpice, Buzet-sur-Tarn, et je ne me rappelle jamais du 3e, entre c'est à la limite de la Haute-Garonne et du Tarn, je crois. Il y a la rivière qui passe entre les deux, il y a un pont, et quand il y a eu un problème de gymnase, ben, ça s'est mutualisé. Donc ça serait complètement ridicule de dire à ces gens-là, ben non, vous ne pouvez pas bosser ensemble. Entre Saint-Giron, c'est Salé-du-Salat et Saint-Giron, entre la Haute-Garonne et l'Ariège, ces 2 clubs, ils sont tout près l'un de l'autre. Pourquoi les empêcher de bosser ensemble, d'autant qu'historiquement, ils bossaient ensemble. 2-3 clubs, c'est vrai que plus on est nombreux, plus c'est compliqué. Par contre, il y a des territoires, je évoquais tout à l'heure la CTC de la Rance, Christophe pourrait nous en parler, c'est 7 clubs autour de Saint-Malo. Historiquement, ils bossent ensemble depuis très très longtemps. Et puis, il y a 1 ou 2 gros, il y a le Cercle Jules Ferry, puis il y a un autre club de Saint-Malo, il fut une époque, ils étaient aux alentours de 250 licenciés. Et puis à côté, il y a Saint-Coulon où il y a une 50aine de licenciés. C'est intéressant. En plus, ils sont relativement excentrés par rapport au centre de gravité de l'Ille-et-Vilaine.
et ils travaillent ensemble. Depuis très longtemps, ils travaillent ensemble. Donc, ils sont 7. Ça ne doit pas être rose tous les jours, mais a priori, ils s'en sortent parce que c'est une CTC qui a été créée en 2014 et elle est identique depuis le temps. Il est impossible de faire partie d'une CTC et d'une union, dans la mesure où ce sont des dispositifs qui poursuivent des objectifs différents. Il nous semblait cohérent de ne pas permettre de mélanger les deux dispositifs, sachant qu'une CTC peut évoluer dans toutes les divisions dites amateurs. Ça monte, une interéquipe engagée par un club membre d'une CTC peut évoluer jusqu'en NM2 et NF1. Les clubs de la CTC collaborent exclusivement entre eux. Pour reprendre une image, on est pour la fidélité et la cohérence territoriale. Lorsqu'on a des gens qui viennent nous voir en disant « Ah oui, mais il y a ce club-là, il faudrait qu'on fasse une entente dans les 13 avec eux », très souvent, c'est des choses qui peuvent se régler avec 2 JT. Enfin, ça ne s'appelle plus comme ça, mais avec un prêt, ça peut se régler assez facilement. Quand ça nécessite ça concerne beaucoup plus de joueurs, alors il faut peut-être envisager de faire entrer ce club supplémentaire dans la coopération territoriale de clubs. Durée de convention entre 2 et 4 ans, non reconductible tacitement, parce qu'il nous semble intéressant de prendre un petit peu la température régulièrement de ce qui se passe dans la CTC. Et puis, ça nous permet aussi, entre guillemets, de contrôler, d'avoir un œil, ou d'accompagner plutôt les CTC. Au tout début du dispositif, c'était effectivement une tacite reconduction, mais on ne savait pas qui faisait quoi, parce que un certain nombre de clubs n'avaient pas la correction ou la délicatesse de nous dire « Bon, voilà, nous, on a arrêté de travailler ensemble ». La CTC, elle est homologuée par le bureau fédéral sur la base d'un dossier déposé complet au plus tard le 30 avril sur la plateforme modification des structures sportives. Pourquoi au plus tard le 30 avril et aucune dérogation possible à cette date-là? Parce que, il faut que la commission fédérale club ait le temps d'instruire les dossiers. Et il faut que ça soit validé par le bureau fédéral, au plus tard le bureau fédéral de début juin, alors c'est-à-dire, je ne sais plus, les alentours du 10 ou 12 juin, de manière à ce qu'on fasse les notifications après, et que les clubs puissent engager leurs équipes dans les championnats fédéraux ou régionaux. Les championnats départementaux, souvent, c'est un petit peu plus tard, mais donc il faut que les notifications soient parvenues avant la fin de la clôture de l'engagement dans les différents championnats. C'est pour ça qu'il n'y a aucune dérogation. Un dossier qui arrive le 1er mai, il sera instruit pour la saison d'après. Covid ou pas Covid. Les équipes constituées au sein d'une CTC, elles sont engagées par les clubs, pas par la CTC. Et on ne parle pas d'équipe de CTC. La CTC regroupe l'ensemble des clubs. Et c'est le bout de papier qui relie les clubs. Et donc, dans une CTC, enfin dans les clubs qui constituent une CTC, pour être exact et précis, on peut trouver des équipes en nom propre. Ça va être des équipes qui sont composées par des licenciés d'un seul club. Des interéquipes, où là, il s'agit toujours de l'équipe d'un seul club, mais qui va être complété par les joueurs des autres clubs à l'aide d'autorisations secondaires territoire. Et ces équipes évoluent en championnat de France ou championnat régional. Et puis les ententes, qui, comme les ententes constituées hors de CTC, sont des équipes d'un club, complétées par des joueurs des autres clubs sans autorisation secondaire. Et ces équipes évoluent dans tous les championnats départementaux, y compris la pré-région, pour peu que ces championnats ne qualifient pas à un championnat régional au cours de la même saison. Ça, c'est le cas dans un certain nombre de ligues, des championnats jeunes régions, où il y a une première phase départementale, et puis à Noël, on prend le premier de chaque département et on fait le monter en région. Là, les équipes doivent être engagées en inter-équipe à partir du début.
Dans tous les autres cas, quand on peut engager une entente en championnat départemental pré-région senior. Si cette entente accède à la division supérieure pour la saison d'après, soit elle revient en nom propre, elle est engagée en nom propre par le club qui dispose des droits, soit les clubs sont en CTC et ça devient une inter-équipe. Un bref état des lieux. Les CTC en 2021-2022, il y en a 290 répartis, pas de manière harmonieuse sur le territoire. Donc là, vous voyez, il y a des ligues là où il y a beaucoup de clubs et beaucoup de licenciés, et puis un certain accompagnement des comités départementaux, un peu des Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. Ça correspond à peu près aux 3 plus grosses ligues, et c'est là où il y a vraiment le plus de CTC. À l'origine, 18 CTC la première année, en 2013-2014. Il en reste une qui est absolument identique, c'est celle du Cantal, entre la Cantalienne d'Aurillac et puis Bague d'Arpajon-sur-Cère. Et il n'y a à ce jour que 2 départements qui n'ont pas été touchés par la grâce des CTC, c'est l'Eure et la Vienne. L'Eure, ça va changer, puisqu'il y a un dossier qui a été déposé. La Vienne n'a pas encore été évangélisée par les CTC. Aujourd'hui, il y a quelques départements qui n'ont plus de CTC, qui en ont eu, mais qui n'en ont plus. C'est la Somme, c'est la Marne, c'est la Meurthe-et-Moselle, c'est la Nièvre, c'est les Alpes du Sud, c'est la Corrèze, les Hautes-Pyrénées, et puis il m'en manque un, je ne me rappelle plus lequel c'est. Celui-là, je ne me rappelle plus. Non, c'est ça. Donc c'est la Corrèze. Voilà, là c'est la Vienne et la Corrèze. L'évolution du nombre de CTC par ligue, il y a eu un pic qui doit correspondre à 2017-2018. Donc ça a monté, hein. On est passé de 18, 190, 252. C'était une période où ça a été un peu un effet de mode, où il fallait absolument faire une CTC. Et puis, pareil, je cite Pierre Collomb, le dispositif, en fait, c'est autorégulé. Et on s'est aperçu que d'abord, ça ne résolvait pas tout, et qu'il y avait des endroits, ça ne servait à rien de faire une CTC. Et donc là, depuis 3 saisons, on est globalement aux alentours des 200, 280, 290 CTC. Chaque année, il y a à peu près une trentaine de CTC qui arrêtent, une trentaine qui se créent. Avec donc des fers de lance, hein, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine. Alors Auvergne-Rhône-Alpes, effectivement, il y a d'énormes pourvoyeurs que sont les comités de l'Isère, de la Loire et du Rhône et de la métropole de Lyon. Sur la Nouvelle-Aquitaine, il y a les Landes, Lot-et-Garonne, qui sont vraiment les fers de lance, et Pays de la Loire. Il y a eu une énorme épidémie vendéenne il y a 3-4 ans, où je crois que Brice a été un contributeur particulièrement efficace au déploiement du dispositif. Il y avait historiquement sur un certain nombre de clubs ruraux des gens qui travaillaient ensemble, et c'est vrai que c'est l'époque au niveau de la Fédé où on a considéré que des gens qui étaient capables de faire plus de 4 ententes entre eux, il ne fallait pas les pousser beaucoup pour qu'ils fassent une CTC. Donc c'est ce qui explique la forte augmentation sur ces territoires. Après, il y a quand même Loire-Atlantique-Vendée, ce sont des CTC extrêmement stables. Il y a relativement peu de mouvements de clubs dans ces CTC. Et puis Occitanie, là on est surtout, alors il y en a un paquet autour de Toulouse, mais il y en a aussi pas mal dans le Gers, où là c'est essentiellement des CTC rurales. Grand Est avec un énorme pourvoyeur, mais c'est pareil, là il y a beaucoup de clubs, hein,
le Bas-Rhin, et puis un certain nombre de CTC également sur le Haut-Rhin, dont des CTC rurales, et puis la Bretagne qui est en augmentation constante, avec plus d'une dizaine de mémoires sur l'Ille-et-Vilaine, et puis Morbihan, puis là ça repart aussi sur le Finistère. Voilà, j'en ai fini de la présentation. J'espère ne pas avoir été trop long. Et donc là, on va aller faire un petit tour dans le chat s'il y a des questions. Alors, il n'y a pas de questions. Donc, qu'est-ce qu'une école d'arbitrage de niveau 2? Une école d'arbitrage de niveau 2, c'est une école qui a été saisie dans FBI par l'un des clubs qui composent la CTC. On se connecte avec son compte club, on va sur l'onglet Charte des officiels, et là, ça va vous dire votre club fait partie de la CTC Trucmuche. Et là, le CTC Trucmuche, c'est écrit en bleu et souligné comme un lien. On clique là-dessus et on arrive sur le compte FBI de la CTC. Et là, on va dans École d'officiel, créer, et on crée son école d'officiel au niveau 1. Et ensuite, on sollicite soit le pôle formation, soit la commission départementale des officiels, et on leur dit, voilà, nous avons saisi notre école au niveau 1, le référent, c'est monsieur ou madame Tartampion, nous avons inscrit nos stagiaires, saisi nos stagiaires arbitres club dans FBI, et nous souhaiterions la validation du niveau 2. Donc, pour avoir le niveau 2, je vous la fais de mémoire, il se peut qu'il y a 5 critères. Le premier critère, c'est que le référent a participé à la réunion organisée par le pôle formation ou la commission départementale des officiels en début de saison. Cette année, ça s'est fait un petit peu plus tard. La deuxième condition, c'est que la mallette arbitre club soit utilisée, et notamment le référentiel de compétences. La troisième condition, c'est qu'il faut au moins le nombre de clubs de la CTC multiplié par 2 pour les stagiaires, c'est-à-dire qu'on a une CTC à 2 clubs, il faut 4 stagiaires au moins. Mais par contre, ça peut être 0 et 4, 1 et 3 ou 2 et 2. 0 et 4, il ne faut pas que ça se reproduise tous les ans, parce que le club qui amène ses 4 stagiaires peut se lasser et trouver que l'autre ne fait pas le taf. Donc voilà. Les arbitres stagiaires sont tutorés. Quand ils sifflent, ils sont accompagnés par des personnes un peu expérimentées, de manière à ce qu'ils puissent acquérir leurs compétences dans la sérénité. Et le cinquième critère de mémoire, c'est la valorisation et la mise en valeur des stagiaires, avec les affiches, avec les désignations sur le tableau d'affichage. Alors, le tableau d'affichage dans une CTC, il y a forcément 2 gymnases. Et si c'est sur la page Facebook de la CTC ou des clubs, ça fait un peu la même chose. L'idée qu'on doit avoir à propos de ce dispositif, de ces écoles d'arbitrage dans une CTC, c'est une pouponnière pour des arbitres débutants. La cible privilégiée, c'est U12, U16. U12, pourquoi? Parce que le gamin sort de son école d'arbitre. Il a eu l'occasion, dans le cadre du je joue, j'arbitre, je participe, de prendre un sifflet. Souvent, il y a pris du plaisir. Et si on a le malheur, quand il arrive en U13, enfin U12, U13, de lui laisser poser le sifflet, il ne le reprendra jamais. Ou il y a peu de chances qu'il le reprenne. Et donc c'est pour ça que il faut absolument que les gamins gardent ce sifflet dans la bouche, continuent d'arbitrer et qu'ils soient accompagnés. Après,
quand on est avec des jeunes arbitres comme ça, là, U12, U13, U14, c'est vrai que c'est très compliqué de participer aux formations départementales, parce que les formations départementales, elles sont souvent loin, enfin, elles ne sont jamais organisées au bon endroit. Et elles ne sont jamais organisées au bon moment. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir permettre à des gamins de préparer la formation départementale, d'augmenter leurs compétences, d'acquérir de l'expérience, et quand ils sont U16, U17, et ben là, ils peuvent aller en formation d'arbitre départemental et être performants tout de suite. Et puis, ils ont plus d'autonomie. Pour se déplacer. Et ce qu'on souhaite, alors ça ne fait pas partie des critères, mais ce qu'on souhaite, ce à quoi on est très attaché, c'est que les gamins, les jeunes arbitres soient désignés dans les différents clubs qui composent la CTC. Quand on siffle à domicile, entre guillemets, on est dans un environnement affectif un peu protégé. Quand on va siffler dans le club d'à côté, on n'est pas très loin de la maison, il y a plein de têtes connues, mais on n'est déjà plus à la maison. Et ça permet de franchir un palier. Voilà, ça c'est l'école d'arbitrage. Je vois un certain nombre de questions. Pour cette saison très particulière, il n'y a pas eu de décision prise. Mais vraisemblablement, il pourrait se passer la même chose que l'an dernier. C'est-à-dire que les gens qui ont fait des efforts, qui ont saisi leur école niveau 1 dans FBI, en principe, c'était de mémoire, je crois, avant le mois de février. Donc les gens qui ont fait l'effort de saisir leur école, les gens qui ont fait l'effort de mettre en place des formations à distance, de mettre en place quelques formations, il serait dommage que ces efforts ne soient pas pris en compte par rapport à ceux qui se sont cachés derrière le Covid en disant nous, on ne va rien faire du tout. Et donc, l'idée, c'est de valoriser ceux qui ont essayé de faire des choses, parce qu'il y a déjà des écoles, je n'ai pas la proportion, là, je n'ai pas regardé, mais il y a déjà des écoles qui ont été validées au niveau 2 et où s'est passé des choses. Il y a eu de vraies formations qui ont été mises en place. Et donc, par rapport aux gens qui ont fait le travail, ça serait dommage qu'ils ne soient pas valorisés par rapport aux autres. Donc, l'année dernière, on avait fait, on avait pris les validations niveau 2. Et pour le reste, on avait sollicité les comités en leur disant, l'école d'arbitrage de la CTC, machin, truc, elle est au niveau 1, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les gens ont fait le taf, ont fait ce qu'ils pouvaient, et malheureusement n'ont pas pu aller au bout, ou bien est-ce qu'ils n'ont rien fait? Et donc, ceux qui n'ont rien fait, c'est une amende de 150 €, c'est écrit dans la convention et dans les dispositions financières, 150 € par club. Voilà, donc là, pour l'instant, je vous dis, il n'y a pas eu du tout de décision de prise. Ça va être à l'ordre du jour ça va être à l'ordre du jour d'une des prochaines réunions de la commission fédérale club. Même question que Seine-et-Marne Basket. Je n'avais pas vu tout à l'heure la Seine-et-Marne, bonjour à eux. Quand on a modifié la CTC il y a 1 an avec une durée de 2 ans, au bout d'1 an, doit-on faire quelque chose sur la plateforme? Non. En principe, alors, sauf, je crois qu'il y a eu quelques trous dans la raquette, on a dû rater 1 ou 2. Je réponds à la question ensuite, là, Charente. Oui, l'année dernière, vous avez reçu, je crois toutes les CTC ont reçu une notification avec une durée de la CTC. Et donc, tant que vous n'arrivez pas au bout de la durée de la CTC, vous n'avez rien à faire. Sauf si vous modifiez la composition de la CTC, si un club rentre ou un club sort, ou si vous souhaitez arrêter le fonctionnement de votre CTC. Il me semble qu'il y a un certain nombre de représentants de comité. D'ici la fin de la semaine,
de la fin de cette semaine, je vais envoyer un état par comité des CTC en disant, voilà, sur le choix nos amis de la Loire, là, sur le département de la Loire, il y a tant de CTC et vous aurez mon tableau de suivi qui vous donnera l'année du renouvellement. Voilà. Donc, Charente-Maritime, il aurait fallu le dire, cette info sur les écoles. La date limite de validation, c'est le 30 avril. Donc, il y a encore 5 semaines. Et puis, des écoles qui ont fonctionné depuis le début de l'année, il y en a. À aucun moment, on a dit, cette année, il n'y a aucune activité. Enfin, les activités sportives ont été suspendues, effectivement, les championnats ont été suspendus, mais le fonctionnement il y a un certain nombre de choses qui ont pu se dérouler, des activités extérieures. Il n'y avait pas d'interdiction de mettre en place des formations à distance. Allons-nous recevoir le PowerPoint? Oui, si j'ai vos adresses. Donc, je pense réussir à récupérer la liste des participants. Et donc, sinon, vous faites un petit courriel sur cette adresse extrêmement précieuse qu'il faut absolument, que je pense que pas mal de monde connaît, qui est ctcassistance@ffbb.com. Donc, si vous n'avez pas reçu la presse d'ici la fin de la semaine, vous n'hésitez pas à faire ce petit... demander ça sur CTC Assistance. Est-ce qu'on est limité dans le nombre de CTC? Alors là, nos amis de Pontivy, je ne comprends pas votre question. Est-ce que vous pourriez nous la... Bonsoir. Bonsoir. Ouais, ça va, ça marche. Alors, en fait, c'est pas dans le nombre d'équipes, c'est dans le nombre de CTC. Si on fait une CTC avec un club, on peut en faire une avec un deuxième club. Et est-ce qu'on est limité justement dans ce nombre de CTC? Alors, je ne sais pas si vous étiez là depuis le début, mais on fait une CTC avec un club. Mais dans la CTC, on peut être 1, 2, 3 clubs. Et puis, plus si affinité et si justifié territorialement. Parce que si on fait, par exemple, une CTC sur 2 équipes avec un club, on n'est pas forcé de le faire avec, avec un troisième club. Mais par contre, on peut faire une CTC sur une autre équipe avec un autre club. Et on ne fait pas une CTC sur une équipe. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne fait pas de CTC pour des équipes. On fait des CTC pour que des clubs travaillent ensemble. Oui, mais on peut... Et donc, après, si vous faites... donc, dans la même CTC, effectivement, une CTC à 3 clubs, il y a certaines équipes qui peuvent être constituées de licenciés de 2 clubs et pas du 3e. Et sur d'autres équipes, il y aura du club, une CTC ABC. Dans certaines équipes, vous aurez des joueurs AB. Et puis dans d'autres équipes, vous aurez des joueurs BC. Mais donc encore une fois, on ne parle pas d'équipe CTC, mais on parle d'équipe en nom propre, d'inter-équipe ou d'entente. Et la CTC, ça relie l'ensemble des clubs. D'accord. Et après, effectivement, selon les collaborations, elles peuvent concerner tout le club, enfin l'intégralité des clubs ou une partie des clubs. Il arrive, par exemple dans la Loire, notamment, il y a une CTC qui s'est créée l'année dernière entre Saint-Chamond et Saint-Étienne, qui est plutôt destinée à la filière féminine. Bon, parce que côté masculin, les 2 clubs ont suffisamment d'effectifs et a priori s'en sortent plutôt pas mal. Et ça fait partie des enfin, il y a une proportion non négligeable de CTC qui ont permis de pérenniser la filière féminine. Donc là, effectivement, les clubs sont plutôt autonomes côté masculin, chacun de leur côté, et puis travaillent ensemble côté féminin. D'accord, ok. Moi, je voyais ça dans l'autre sens, en fait.
Non, parce que effectivement, notre grille de lecture pour les dirigeants un peu expérimentés, on est resté sur le dispositif d'union et d'entente, où là, on était bien sur des dispositifs qui concernaient des équipes. Là, ça porte bien son nom, c'est une coopération territoriale de clubs, avec un S, un club, et donc ça intègre l'ensemble des clubs. Et c'est des clubs qui signent un bout de papier en disant « nous, on va travailler ensemble ». Après, selon le degré d'application des clubs, les collaborations sont plus ou moins conséquentes. En fait, c'est le projet global de votre coopération. On appelle CTC. Bon, bah, très bien. Impeccable. La présentation sera-t-elle dans IFFBB? Pourquoi pas, mais je vous dis, j'ai réussi à récupérer les participants de celle de jeudi dernier et je l'ai envoyé. J'ai envoyé la présentation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il y a un truc que vous devez garder ce soir, c'est l'existence de plusieurs... la Fédé, on est, je crois, la seule Fédé sportive à avoir une palette de au moins trois dispositifs de collaboration entre clubs. Le dispositif d'entente, les ententes, c'est le pansement qu'on met. Voilà, le club, moi j'ai 4 U13, je ne peux pas les faire jouer tout seul. Il y en a 4 à côté et on va se mettre ensemble, on va mettre nos gamins ensemble pour jouer. Voilà, mais sans aucun but sans aucun objectif compétitif, et c'est en aucun cas un outil pour être champion du monde de son quartier. Le deuxième dispositif, c'est le dispositif d'union. Et là, il concerne des équipes. Et c'est des clubs qui signent une convention, qui déposent des statuts pour faire un nouveau groupement, et avec un objectif exclusivement sportif et de haut niveau, puisque ça va jouer en championnat France jeune, et ça va jouer en championnat pré-régional senior, championnat de France jeune et senior, et championnat qualificatif au championnat de France. Durée limitée, 2 ou 3 ans, 2 ou 3 clubs, et là, il n'y a pas d'histoire d'AST, de machin, les licenciés des 2 clubs peuvent participer à l'union. Ça, c'est géré par nos amis du service juridique, et notamment Yannick Sarr. Et le troisième dispositif, c'est donc une coopération territoriale de club qu'on a vu ce soir. Il arrive assez fréquemment qu'on vienne nous dire « Ah oui, mais ça serait pour sauver notre équipe de RM3 ». Et bien ça, c'est tout sauf un projet de CTC. Parce que ces projets-là, en fait, ça se résume souvent, ça peut se résoudre avec 2 mutations ou, quand c'est chez les jeunes, avec 2 licences T. Quand ça concerne 3 ou 4 gamins, ça ne vaut pas le coup de faire une CTC. Et l'objectif principal d'une CTC, c'est vraiment de bosser ensemble pour faire du développement. Les membres du comité de pilotage sont-ils obligatoirement des membres de chaque club? Peut-il y avoir un représentant du comité si le projet de développement est au niveau du comité? Bien sûr, ça, entre guillemets, c'est votre vie privée. Dans les visites de CTC qu'on a pu faire, hein, en temps normal, j'en fais 30 à 40 par an, donc depuis un certain temps. Il y a à peu près autant de fonctionnement que de pilotage, autant de fonctionnement de comité de pilotage que de CTC. Parce qu'on s'est aperçu d'une chose, c'est que les gens respectent les règles, d'autant mieux les règles qu'ils en sont les auteurs. Et donc on va avoir des CTC avec un fonctionnement extrêmement formel, avec un secrétaire de séance, avec parfois un président. Alors, je ne sais pas de quoi on est président dans une CTC, puisqu'elle n'a pas d'existence légale. Mais bon, avec donc un
un comité de pilotage qui fonctionne avec des comptes rendus, des convocations, etc. Et puis d'autres CTC qui fonctionnent sur un mode beaucoup plus informel, mais tout aussi efficace. Donc ça, c'est à vous de voir. Et encore une fois, je reprends la citation de Pierre Colomb, ce comité de pilotage, c'est le Conseil des sages. Alors effectivement, ce comité de pilotage, il est là pour prendre les décisions et en principe, il est là aussi pour gérer ou pour anticiper les éventuels points de friction. Donc, si vous pensez qu'un représentant du comité, c'est une bonne chose, il n'y a pas de souci. Il arrive aussi que... comment dire je suis en train de regarder le chat en même temps. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a un certain nombre de représentants de comité. Le dispositif CTC, ça peut être un excellent outil de pilotage du développement sur un département. C'est nos amis du Puy-de-Dôme, je ne sais pas s'ils le font encore, mais ils s'étaient appuyés sur les écoles d'arbitrage de leur CTC pour mettre en place des écoles territoriales d'officiels. Et donc le deal, c'était votre CTC, vous êtes obligé de mettre une école d'arbitrage de niveau 2. Par contre, si vous acceptez que votre école elle accueille des stagiaires des clubs autour, nous, on vous aide à la mettre en place avec un formateur départemental et donc vous devenez un outil de déploiement de la politique de formation des arbitres. On peut tout à fait envisager, ça peut être aussi un instrument de pilotage du comité départemental dans le cadre de son plan de développement territorial, de dire voilà, j'ai identifié un certain nombre de secteurs. Une CTC ne peut pas regrouper des clubs de 2 secteurs différents. On a eu quelques difficultés il y a quelques années à se défaire d'une CTC qui était exclusivement destinée à faire jouer l'équipe nationale du territoire et qui prenait les 3 plus gros clubs de 3 secteurs différents d'un département, de plus de 10 000 licenciés. Et puis, bon, on y avait greffé 3 petits satellites des gros. C'était essentiellement pour aller leur piquer les joueurs. Donc ça... pour un comité départemental, ça peut être de sectoriser son territoire et de dire, ben voilà, sur ce secteur, effectivement, il peut y avoir des CTC parce que ça va contribuer au développement de ce secteur, et puis agencer les CTC et se servir des CTC comme relais de sa politique de développement. Excusez-moi. Michel, oui, il y a une main levée là. Oui, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette histoire d'école d'arbitrage et réunir là, ce que vous venez d'expliquer, parce que moi je ne suis pas très technique et je n'ai pas tout compris là-dessus, si vous pouvez me le redire de manière un peu moins technique. C'est-à-dire, moi c'est quelque chose qui m'intéresserait parce que c'est un problème qu'on a régulièrement avec l'école d'arbitrage niveau 2 et je me dis ça peut être sympa et de proposer ça, à mon président, M. Misser, dans le Val-de-Marne. Ça peut être de dire, voilà, la CTC là, du Haut-Val-de-Marne, elle regroupe 2 clubs, mais il y a d'autres clubs autour. Et de dire, notre école, nous, on l'ouvre en priorité à nos licenciés, mais s'il y a des licenciés des clubs autour, ils sont les bienvenus, et en échange, si on accueille des gens autour de nous, des clubs autour de nous, est-ce qu'on peut avoir un coup de main de la part du comité ? Attention, parce que il ne s'agit pas de faire une formation départementale. Bien sûr. On n'est pas là sur de la formation départementale. Après, quand on a une CTC un petit peu plus vieille ou d'une taille un peu plus grosse, on peut tout à fait envisager plusieurs niveaux de son école d'arbitrage. Et donc, quand on travaille depuis 3-4 ans, les gamins qui sont à l'école d'arbitrage depuis 2-3 ans, ils vont passer d'examen d'arbitre.
Et donc, on peut continuer à les accompagner en disant au comité, ben, venez faire la formation chez nous. On a 10, 12 gamins qui travaillent. Et puis, à côté de ça, faire la formation initiale, l'école d'arbitrage traditionnelle de la CTC, pour les plus jeunes. Il y a pas très longtemps, enfin, il y a quelques jours, là, je discutais avec une correspondante d'une CTC de Haute-Vienne, une CTC qui est située un petit peu au nord de Limoges. Et elle me disait que l'origine de leur CTC, c'était l'école d'arbitrage. C'était autour de l'école d'arbitrage qu'ils avaient construit leur CTC. Parce que dans l'un des deux clubs, il y avait une tradition d'école d'arbitrage, et le club d'à côté, systématiquement, venait leur taper les arbitres. Ah tiens, tu pourrais entre guillemets me prêter, ou tu pourrais dire à deux de tes arbitres de venir chez moi pour siffler telle rencontre. Et au bout d'un moment, ben, elle a dit, mais et pourquoi on bosse pas ensemble ? Et pourquoi cette école, on ne la fait pas ensemble? Donc, effectivement, la CTC, ça ne sert pas juste à faire une équipe de championnat du monde du quartier, mais ça peut être construit autour d'une école d'arbitrage. Ça peut être construit autour de l'école de mini-basket. Enfin, il y a des milliers de bonnes raisons de faire une CTC autre que de regrouper les 15 pour avoir un ticket aléatoire de championnat de France. D'accord. Je vous remercie. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres mains qui se sont levées? Non, je ne vois pas d'autres. Voilà, bah, écoutez. Excuse-moi, je voulais te poser une autre question concernant les CTC. Tu as dit donc qu'on pouvait faire une entente au niveau départemental. Bien d'accord. Oui. Dans le cadre, hein? Au niveau départemental, est-ce que le comité a une compétence, je m'explique, est-ce que le comité dire OK pour faire des ententes, mais uniquement si vous avez un problème d'effectif et pas pour des ententes pour faire de la compétition? Parce que ça dans une CTC parce que nous avons un secteur, nous, assez développé de CTC, et les clubs qui ne sont pas dans les CTC, ils sont pas toujours d'accord là-dessus, parce que c'est un peu compliqué. Ils disent c'est un peu de la porte ouverte. Hein? Non. Est-ce que c'est de la compétence d'un comité, ça? Ça peut être de la... Enfin, réglementairement, c'est compliqué. Après, dans vos règlements régionaux, dans vos règlements départementaux, là, on est plus sur de la négociation. Ouais, et puis, ces équipes qui sont vraiment très performantes, pourquoi elles sont en département et elles ne sont pas en région? Oui, mais non, mais c'était là, c'était ce point. C'est délicat d'empêcher les gens de le faire, c'est compliqué. Après, c'est notamment sur un gros comité comme la Vendée, sur certains clubs, est-ce que ça justifie qu'ils fassent des ententes? C'est souvent des ententes de problèmes, c'est un problème d'effectif. Hein. Oui, non, mais ça, quand on est sur Luçon Saint-Gemme ou. Oui, c'est un problème d'effectif. Dans les CTC vraiment rurales, bon, effectivement, il y a des ententes. Sur les gros clubs, après, ça peut être de la négo en disant est-ce que vraiment vous avez besoin de faire une entente pour être champion du monde de U13 à Vendée? Ok. Une autre précision aussi concernant. Je suis licencié au club B. Le match se déroule dans le club A, donc dans le cadre d'une CTC, bien sûr. Oui. Est-ce que un licencié d'équipe du club B peut être délégué du club dans une salle de licence de l'équipe A? Là, j'ai un membre de la commission fédérale des règlements, donc il ne faut pas que je dise. Il y a des litiges sur des dossiers de discipline qu'on a eu. Ouais. Il me semble qu'il n'est pas souhaitable, dans la mesure où le responsable de l'organisation, c'est quelqu'un qui
capable de faire face à des situations un petit peu critiques du style faire appel aux autorités, locales, etc. Et donc, il est plus pertinent de prendre quelqu'un du club qui reçoit, parce qu'il va connaître la salle, il va connaître les gardiens, éventuellement il va connaître le numéro des flics, des pompiers, etc. Y compris si c'est pas une équipe du club porteur qui joue là. Le responsable de l'organisation, alors je ne connais pas les règlements par cœur, mais il me semble qu'il doit être licencié dans le club qui reçoit, mais au sens recevoir. Où se déroule Okay. Non, il y a un nom, Géraldine. Le délégué doit être mets ton micro, s'il te plaît. J'essaie de l'activer. Non, normalement, c'est, il me semble, hein, mais que le délégué doit être licencié dans le club qui reçoit la compétition, mais c'est en termes de club, même si c'est, il joue dans un village parce que le club a été délocalisé. C'est celui qui est organisateur du match qui doit être licencié, responsable, il doit en faire partie. Parce que je sais qu'on en avait parlé avec les copains du juridique, avec Christophe et Amélie, mais je ne me rappelle pas exactement l'écriture de ça. Ben moi, Philippe, c'est ce qu'il m'avait répondu. Le juridique? Oui. Et il t'avait répondu comme ce que vient de dire Géraldine? Comme Géraldine. D'accord. Bon, ben, alors donc c'est ça. Ok, merci. Voilà. Brice, ta main levée? Non, c'était pour l'intervention de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, Oui. manques Attention, je suis de retour. Le RLP, pour TV, est-ce que la CTC a un coût financier? Non, pas de coût particulier par rapport à une équipe. Il n'y a pas d'autres coûts que ceux de l'engagement des équipes, mais qu'un club a. Et il n'y a pas d'autres coûts. Si, il y a un coût quand on n'a pas l'école d'arbitrage. Il y a un coût quand on n'a pas d'école de mini. Ça s'appelle une amende. Mais après, il n'y a pas d'autres coûts. Ok, d'accord. C'est-à-dire que quand le club de Pontivy engage ses équipes, il va payer des engagements auprès de la commission sportive qui gère les championnats. Il va y avoir les frais d'arbitrage, mais comme pour toutes les autres équipes, l'éventuel surcoût qu'il peut y avoir, c'est sur les autorisations secondaires territoire pour un joueur qui n'évolue pas dans son club. Mais même dans les grosses CTC, c'est quand même un coût très limité. Il y a quand même relativement peu d'AST dans une CTC. Et donc l'AST, je suis incapable de vous dire combien ça coûte, mais je crois que jusqu'en U13, c'est gratuit, je crois. Il fut une époque, alors je crois que ça a un petit peu changé, il fut une époque où ça devait être 12 €. Alors, c'est peut-être bien monté à 12,60 €, mais ça, c'était avant la nouvelle offre de licence. Là, je ne sais plus. Ça devait être 12,60 € avec 4,20 € pour le comité, 4,20 € pour la ligue et 4,20 € pour la fédé. Et à partir de U17, ça devait être 24,60 €, je crois, et pareil, avec le même découpage, 8,20 € pour chaque. Et la nouveauté, ça, de mémoire, ça date de l'année dernière, les AST sont délivrables toute l'année. Par contre, quand on joue dans un championnat de France ou qualificatif au championnat de France, il faut avoir sa licence qui est délivrée de mémoire, c'est avant le 30 novembre. Ça, c'est pour les années où on joue, évidemment. Mais donc, si on a son AST après le 30 novembre, on ne peut pas jouer dans une équipe de championnat de France portée par un autre club de la CTC. AST compétition, Philippe, donc je confirme U13 gratuit, U15, 15 € au niveau de la fédération, et à partir de U16 et plus, 24. Voilà, donc j'étais pas très très loin de la vérité, même si je ne suis pas un homme de chiffres. Ah non,
Voilà. Ok, merci. Oui, mais Geneviève Salvado, Oui. oui, mais les clubs ne payent qu'un tiers, puisque c'est la Fédé qui paye un tiers et la Ligue, le comité un tiers. Ah non. Non, le club paye tout. Mais non, le club, le licence. Alors après, le club fait payer l'AST ou pas, mais c'est dans la répartition après. Oui. Le licencié, lui, il va payer ses 15 € d'AST en plus de sa licence. Oui. Sur ces 15 €, il y en a 5 qui vont au comité, 5 qui vont à la Ligue et 5 qui vont à la Fédé. Oui, voilà, c'est ça. C'est imputé au club recevant. Et c'est le club d'accueil. L'AST est facturé au club d'accueil. Le licencié est licencié dans le club A et il a une AST pour aller jouer dans le club B. C'est le club B qui va payer cette AST. Après, c'est la vie privée des CTC d'éventuellement se répartir ça derrière. Enfin bref, mais ça ne nous concerne pas. Voilà, donc s'il n'y a plus d'autres questions, je vous remercie de votre attention. Rappelez-vous de ctcassistance@fbb.com. Et puis, bonne soirée. On va essayer de retrouver le chemin des terrains un jour, et si possible avant la fin de la saison, ça serait quand même vachement bien. Et puis c'est vrai que si on peut reprendre les visites auprès des clubs, l'accompagnement des CTC, c'était quand même vraiment super agréable d'aller échanger, d'aller partager vos expériences. C'était vraiment super intéressant. Et ça manque un certain nombre de... C'est un manque... les membres de la commission, l'ex-démarche club, là, sont unanimes pour dire ça nous manque d'aller à la rencontre des clubs. Donc, promis, si vous n'avez pas reçu d'ici la fin de semaine la présentation, vous me faites un petit coucou. Et puis, les représentants de comité, en principe, d'ici la fin de semaine, vous avez le suivi de vos CTC. Et sachant que les CTC qui doivent renouveler cette année, elles ont reçu un petit message déjà. Voilà. Bonne soirée à tous et au plaisir de vous voir sur les terrains. Allez, au revoir à tous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut Philippe. Et salut à tous.